Il est 8h09 et ce matin avec votre invité Vincent Hulin, on revient sur la prestation télé de François Hollande hier soir sur France 2. Pour en parler, vous recevez André Angotti. Bonjour André Angotti. Bonjour. Militant poitevin de droite et vous venez d'ailleurs de publier un livre chez Véron Éditions, L'ombre qui éclaire, on va y revenir dans un instant. En attendant, que retenez-vous du passage télévisuel hier soir du président de la République ? Il y a eu beaucoup ça a beaucoup glosé, disons, au niveau des journalistes. Bon, je dirais que c'est assez tiède, et puis c'est surtout, par principe, on essaye de récupérer son électorat de gauche. Je crois que c'était un peu à grands traits. Non, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'analyser ça en tant que militant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose a été passé sous silence, c'est qu'à un moment donné, David Pujadas dit si on vous interrogeait, vous, François Hollande, est-ce que vous exprimeriez de la déception ou de la satisfaction 4 ans après ? Et François Hollande a répondu, ce n'est pas à moi de me délivrer des brevets de satisfaction, qu'est-ce qu'on dirait, ou alors de mea culpa, qu'est-ce qu'on penserait. Et j'ai fait vite un rapide sondage parmi les jeunes que je connaissais pour savoir si mea culpa était connu. Je suis arrivé à 15% qui connaissaient, qui ont donné la définition exacte de mea culpa. Ça veut dire qu'on est dans une situation où les hommes politiques emploient des termes dont 80% de la population ne comprend strictement rien. Comment voulez-vous arriver à faire une population qui soit démocratique, qui puisse analyser des situations, si elle ne comprend pas la moitié de ce qui est dit ? Et donc, le deuxième point qui m'a choqué, c'est que ce refus d'un droit d'inventaire. C'est-à-dire que ce monsieur nous dit tout simplement, moi je refuse de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais quand on fait un droit d'inventaire ou un retour d'expérience, on analyse ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, mais on analyse aussi ce qui a marché et pourquoi ça a marché. Parce que quand ça a marché, on ne comprend pas toujours les raisons exactes. Ce qui fait qu'on essaye de reproduire un schéma que l'on ne maîtrise pas, et après on s'étonne que les choses ne fonctionnent pas comme on veut. Pourtant, il n'a pas arrêté de mettre en avant son bilan en disant regardez tout ce que j'ai fait. Enfin, c'était un peu quoi, la méthode Coué, c'est ce que vous jugez un petit peu ? Oui, de toute façon, à partir du moment où vous n'acceptez pas de reconnaître ce qui ne marche pas, c'est totalement de la méthode Coué. C'est-à-dire qu'on va avoir pendant 10 minutes, à chaque question qui était posée, il arrivait à une esquive, et il répondait, dans certains cas, il répondait quasiment pas à la question, pour dire, regardez tout ce que j'ai fait, regardez tout ce que j'ai fait. Mais c'est pas tout ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est quelquefois dose homéopathique. Les Français ne voient pas du tout le fil rouge de cette politique. À partir du moment où vous prenez une chose par-ci, une chose par-là, vous arrivez toujours à dire, j'ai fait des choses. Mais le problème d'un homme politique, c'est qu'il doit avoir une cohérence globale, il doit avoir une ligne directrice, il doit entraîner une population vers un objectif. Et là, il n'y a rien du tout. Vous attendiez autre chose ? Sincèrement, je ne vois pas ce qui aurait pu changer en l'espace de 2 heures par rapport au discours qui tient depuis bientôt 4 ans. Quoi. Ça peut pas tout d'un coup être... ça ne peut pas être l'Esprit Saint. Non, mais ça aurait pu être un coup de fouet en disant on recadre, on repart et on y va de l'avant. Certains disent, éditorialistes ce matin, disent il a essayé de conforter un petit peu son électorat de gauche et il l'a fait, mais peut-être un peu maladroitement. Il a fait maladroitement, c'est-à-dire que il essaie toujours d'allier ce qui n'est pas possible d'allier. C'est-à-dire qu'il veut faire plaisir à tout le monde. Il essaye d'éviter d'avoir des coups à gauche, il essaye d'éviter d'avoir des coups à droite. Donc à partir de là, comment voulez-vous... quand on est un homme politique, on est forcément dans une situation où on doit imposer quelque chose à un moment donné et faire en sorte que les gens suivent ce projet. Mais encore faut-il que ce projet soit clair pour tout le monde. Et aujourd'hui, je dis, il n'est pas clair en termes de vision globale. Et là, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est que quand vous expliquez ce que vous faites, il faut au moins que les personnes comprennent ce que vous êtes en train d'expliquer. Or, le problème du monde politique, pour moi, c'est que c'est une bulle totalement hermétique. Le militant, lui, est dans une autre bulle, qui cherche plus ou moins à être en relation avec la bulle des dirigeants politiques. Le problème du dirigeant politique, c'est surtout d'éviter... son fondement principal, c'est d'être réélu. Donc à partir de là, il ne prend pas de risque majeur pour éviter de se retrouver dans une situation de battu. Et hier, Hollande, c'était un peu ça. C'est comment je vais réussir à travers tous les problèmes que j'ai et les non-décisions, comment je vais réussir à faire en sorte qu'on croit que tout va changer tout d'un coup par un coup de baguette magique. Seulement, à 1 an des élections, un peu plus d'1 an des élections, je veux dire, c'est évident que le temps qu'il a est trop court pour arriver à faire des changements fondamentaux. 8h13, vous êtes sur France Bleu Poitou. Si l'élection présidentielle avait lieu demain, voteriez-vous pour François Hollande? C'est la question que l'on vous pose. Vous témoignez dans un instant en direct au 05 49 60 20 20 sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. En attendant, pour lancer le débat, Vincent Hulin, vous recevez le militant poitevin de droite André Angotti. Je vous pose pas la question, André Angotti, c'est qu'on pose à nos auditeurs. Si demain les élections avaient lieu, est-ce que vous voteriez François Hollande?
Alors, si vous permettez, je vais répondre autre chose. Allez-y. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est ces histoires de primaires. Personnellement, je trouve ça anticonstitutionnel, c'est-à-dire que pourquoi pas faire 6 tours, c'est-à-dire qu'on ferait 2 tours pour choisir ceux qui ensuite. Alors finalement, tant à gauche qu'à droite, c'est le principe de primaire qui vous en. Oui, je veux dire, aujourd'hui, on est en totale déviance démocratique parce que tout le monde cherche à vouloir être intelligent. Bon. Je reprendrai l'exemple d'Einstein, à qui on a proposé la présidence de l'État d'Israël à sa création. Il a dit « Mes connaissances en mathématiques ne me permettent pas de résoudre les problèmes humains ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde va être très intelligent, trouver la panacée et tout ça. On est dans une situation où chacun attend que l'Esprit Saint lui tombe dessus. Et donc, le problème du choix aujourd'hui du futur président est totalement noyé dans une masse d'informations incompréhensibles, indigestes. Tout le monde va faire ses choux gras des primaires. Je veux dire, vous savez, les primaires, ça me fait penser un peu au conclave à Rome. Le premier conclave, ils ont été enfermés parce que les Romains en avaient tellement assez de voir qu'ils ne prenaient pas de décision, qu'ils les ont bouclés, ils les ravitaillaient par le... Je dirais qu'à la limite, les primaires pour nous, ça devrait être ça. C'est-à-dire qu'on en prend une dizaine, on les enferme dans une pièce, trouvez-nous le meilleur. Ils se débrouillent entre eux. Et ils se débrouillent entre eux. Vous avez écrit un livre chez Véron Éditions, L'ombre qui éclaire. Vous y dénoncez quoi? C'est quoi? Le fonctionnement d'un parti, le manque de courage politique d'un grand nombre de militants? Qu'est-ce qu'on y trouve? Je serai sur le manque de courage politique d'un grand nombre de militants. Alors, il y a bien sûr le fonctionnement d'un parti, parce que j'ai repris toute une série de travaux qui tous ont avorté les uns après les autres. C'est-à-dire que vous passez des mois à travailler sur un sujet, vous faites des milliers de kilomètres pour rencontrer d'autres militants, vous proposez des choses construites, étudiées, et tout ça passe à la trappe. Donc ça c'est clair. Mais ça passe à la trappe pourquoi? Parce qu'il y a un courage nécessaire chez les militants qui fait que aujourd'hui, les militants ne savent pas s'imposer par rapport aux hommes politiques. C'est-à-dire dès que vous avez un homme politique, on l'écoute comme si... le Messie. Voilà, c'est le Messie. Et dès qu'il s'agit de mettre en cause la phrase ou ce qu'il a pu dire, on s'arrange pour que vous évitiez de parler. Mais ça, j'avais eu l'occasion d'en discuter avec un militant de gauche du Parti Socialiste. On s'était amusé un peu à comparer le fonctionnement. Mais c'est du copier-coller. Les partis sont sclérosés. Je ne sais pas si on peut appeler ça des partis. Un parti politique, c'est comme pour les syndicats, si vous voulez. C'est censé représenter une majorité de personnes, c'est censé être un lieu où on va innover, où on va trouver de nouvelles idées. Mais aujourd'hui, dites-moi dans quel parti politique on trouve des idées majeures qui font avancer la France. On n'arrête pas de reculer, et ça date pas d'hier. On n'arrête pas de chercher des solutions qui, en définitive, les unes après les autres, s'avèrent être de mauvaises solutions. Et on refuse de poser la question militante. C'est ce qui m'était arrivé lors d'un conseil national à Paris. Pierre Méhaignerie disait « Ne me dites pas ce que je dois faire, ça je le sais, dites-moi comment ». Mais je lui ai dit « Attendez, c'est devant 1500 personnes ». J'ai dit « Vous avez 1500 personnes, vous avez des experts, vous avez des gens qui savent à la fois ce qu'il faut faire et comment le faire ». Donc les hommes politiques doivent comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de l'intelligence et le monopole de la compréhension terrain. Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent... Moi, j'ai mis au point le premier accord de motivation en France dans une entreprise. J'ai une femme d'entretien, une femme de ménage, qui est d'une intelligence pure en termes de compréhension de situation. Et elle apporte des solutions. Donc on ne peut pas, je dirais, déléguer à une minorité de personnes qui sont totalement détachées de la réalité, on ne peut pas leur déléguer la capacité à trouver des voies nouvelles pour la France. Impossible. D'un mot, est-ce que vous pensez que la droite est prête pour une alternance pour la présidentielle? Mais tout le monde est prêt pour l'alternance. Je veux dire, la droite est prête. La droite, elle se retrouve dans une situation où les Français votent contre quelqu'un. On ne vote plus pour quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Donc à partir de là, je dirais qu'au niveau de la droite, on va voir d'abord ce qui ressort des primaires et des programmes. Le problème des programmes des gens de droite, c'est qu'ils sont tous identiques. Bon, quasiment identiques. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui fait que les uns et les autres vont se détacher? Bon, prête, on est toujours prêt. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, on est dans un tel marasme que être prêt à sortir du marasme, oui, ça, on est prêt. André Angotti, qui était notre invité, qui sort L'ombre qui éclaire, le fonctionnement d'un parti politique, chez Véron Éditions.